Parlez au micro, s'il vous plaît. Ma question s'adresse au BAP, aux membres du BAP, et non pas, j'ai pas de questions à part aux gens du BAP. Dans ce dossier-là, précisément, mon nom est Pierre Asselin, je suis un citoyen, je ne représente aucun groupe, je suis impliqué dans aucun groupe non plus. La question que je me pose, je voudrais lire mon petit texte rapidement, puis vous poser ma question, qui va peut-être vous surprendre un peu. Considérant, moi, que je pense que la loi sur la qualité de l'environnement n'a pas été respectée par TransCanada, ou certains articles, entre autres sur les études d'impact. Considérant que le ministère de l'Environnement, le ministre de l'Environnement a accepté cette situation-là, puis a quand même donné un mandat d'évaluation au BAP, basé sur des documents qui sont manquants pour vous. Et considérant aussi que vous avez le mandat d'assurer, ça m'a surpris un peu, d'assurer l'acceptabilité sociale de ce projet, ce qui est pour moi une aberration. Considérant que le premier ministre s'est dit favorable, même lui aussi, s'il n'y avait aucun document en main, je crois donc que le ministre de l'Environnement, le BAP, puis les membres du BAP n'ont pas suffisamment de crédibilité et que la population et les différents groupes sociaux représentant les citoyens et les citoyennes doivent s'abstenir et contester cette mascarade opérée à leurs frais. Ma question. Ouais, merci. Pourriez-vous m'expliquer pourquoi on ne pourrait pas procéder immédiatement, de ce que je vois, à l'installation de l'oléoduc? On en parle depuis tout à l'heure, je regarde les présentations, comme si tout était acquis. Indépendamment que je sois pour ou contre, l'idée n'est pas là. C'est ce qui m'apparaît, tout simplement. Disons que je vais prendre votre commentaire pour une question, presque une question. J'aimerais d'abord vous informer que, et j'ai pris soin de le dire dans mon texte d'ouverture, que les termes utilisés par le ministre dans sa lettre mandat, ce sont les termes utilisés par le ministre. C'est pas, la commission n'a interprété d'aucune façon les termes que le ministre a utilisés. Donc, lorsque effectivement le ministre a demandé sa formulation de vérifier l'acceptabilité sociale, était une formulation, pas du tout dans ces termes-là, mais je la reprends dans mes termes, de s'assurer de l'acceptabilité sociale, et c'est ce qui vous froisse, je vous comprends très bien. Pour les documents, toutefois, j'aimerais peut-être corriger un peu le tir. Nous avons demandé aux promoteurs de nous déposer au moins 2 versions écrites de toute sa documentation, ce qui comprend essentiellement, je dis bien essentiellement, mais pas tout, la demande comme telle, plus une étude environnementale et socio-économique que le promoteur a fait. Et j'étais au BAP, au bureau, la journée où nous avons reçu ces documents. Ces documents, 2 versions. Ils étaient contenus dans 26 boîtes pleines. Si vous avez parcouru le site Internet du BAP, la commission, elle a fait un travail bien honnêtement titanesque, puis c'est pas parce que je suis narcissique que je vous dis ça, là, fait un travail titanesque pour essayer de rendre toute cette information-là potable, et elle a demandé, dès sa nomination, elle a demandé à TransCanada de nous remettre un document synthèse écrit de façon succincte, donc une centaine de pages, pour que l'ensemble des citoyens peuvent prendre une connaissance, avoir un aperçu, pas trop complexe, mais avoir une bonne idée du projet. Ce que TransCanada a fait. Maintenant, vous dites pourquoi ne pas faire en sorte que le pipeline soit construit immédiatement. Évidemment, c'est une décision qui ne relève ni de la commission. Je pourrais passer la parole à l'Office national de l'énergie, mais je trouve que sa conférence de tout à l'heure a répondu en bonne partie à cette question-là. Mais par délicatesse et courtoisie, je vais leur demander de répondre. Et je vais également demander à M. Rochon de répondre pour savoir quelle est la responsabilité du ministère de l'Environnement du Québec à travers tout ce dédale de procédures. Alors, je commence par vous, M. Plouffe, ou M. Charlebois, comme vous voulez.
Donc, le pipeline Énergie Est, si il est approuvé et construit, sera de juridiction fédérale. Donc, étant donné cela, il peut seulement être construit s'il a un certificat d'utilité publique en vertu de la section 52. L'Office va faire une évaluation du projet dans le contexte de cette demande de section 52 qui est devant nous en ce moment. Et ultimement, ce sera le gouvernement fédéral qui décidera si oui ou non le pipeline doit être construit ou pas. À ce moment-ci, il n'y a absolument aucune de ces décisions-là qui a été faite encore. Monsieur Rochon, est-ce que le ministère de l'Environnement doit émettre des certificats pour la construction éventuelle du pipeline? C'est la prétention du ministère. En fait, vous l'avez mentionné en introduction d'ailleurs, là, que le ministre a demandé à la ministre de la Justice de déposer là, un recours là, à l'effet d'exiger là, que TransCanada dépose un avis de projet en bonne et due forme parce qu'on considère que le projet est assujetti à la procédure d'évaluation environnementale. Maintenant, le ministre avait aussi décidé là, de donner un mandat préalablement à tout ça au BAP pour apporter un éclairage au gouvernement qui doit préparer une plaidoirie là, à être déposée à l'Office. On parle ici de complémentarité là, de deux processus d'autorisation là, qui, pour le ministère de l'Environnement et pour le gouvernement, en fait, doivent être appliqués. Maintenant, c'est sûr que actuellement, il y a un recours juridique qui est déposé, puis c'est des questions qui ont été débattues devant la Cour. Là. Je ne peux pas en dire beaucoup plus là, pour l'instant. Merci, M. Asselin. J'invite maintenant Mme France Lamonde et je demanderai à Mme Poliquin de me transmettre les registres des autres salles satellites. Merci. Oui, bonjour, France Lamonde. Je suis présidente de l'Association des propriétaires de la PAF, en abréviation, mais qui est l'Association des propriétaires privés agricoles, acéricoles et forestiers. Dans le fond, on représente l'ensemble des propriétaires qui seront touchés qui pourraient être touchés par un pipeline chez eux dans le cas où le projet aurait lieu. De notre point de vue, il est important que le BAP et la population connaissent les conditions injustes qui sont offertes aux propriétaires et dont la population est à risque de devoir payer, à défaut des propriétaires de ne pas être capable de subvenir à sa propre défense en cas de fuite ou de problème sur le pipeline. Aussi, nous croyons qu'il serait important que le BAP ait en main les conditions qui avaient été obtenues lors du pipeline d'Ultramar pour comparer les conditions que TransCanada offre aux propriétaires. Et aussi que les propriétaires, par l'entremise du BAP, puissent connaître à l'avance les conditions qui peuvent leur être offertes et toutes les aberrations pour que les propriétaires puissent se défendre, non pas quand les décisions seront prises, mais avant que les décisions soient prises. Et que le BAP puisse aussi se prononcer à cet effet. Ce que j'ai vu dans dans tous les BAP qui ont passé, le BAP fait beaucoup de recommandations pour aider les propriétaires, mais on n'en tient souvent pas compte, ce que je trouve déplorable parce que les BAP antérieurs ont fait de bonnes recommandations. Et j'aimerais que ce soit possible de l'avoir. Fait que dans ce contexte-là, ma question, est-ce que le BAP aura en main les conditions réelles du pipeline d'Ultramar et il y aurait aussi maintenant les conditions que la compagnie TransCanada va offrir aux propriétaires pour que ce soit connu de la population. Et même si c'est négocié par l'UPA ne représente pas l'ensemble des propriétaires qui risquent d'être touchés. Votre question, malgré son préambule, elle est très percutante. Nous avons fait l'objet
d'une séance presque tout entière sur ça au cours des prochains jours. Par contre, je pourrais demander à TransCanada de nous transmettre quelques données sur les démarches qu'elle a enclenchées avec les propriétaires pour savoir s'il y a des aspects de ces démarches-là qui, justement, vous font réagir de cette façon-là. Moi, j'aimerais que la population connaisse, à travers le BAP, les conditions qui sont offertes et non pas que les conditions restent restreintes aux propriétaires, qui soient négociés en catimini avec l'UPA, avec des propriétaires fermés, parce que nos voisins sont aussi près de ça. Toute la population a le droit de savoir c'est quoi les conditions. C'est important de savoir là, tous les aspects, parce que vous savez que les promutuels, qui assurent la plupart des producteurs, productrices agricoles, ont dit publiquement que dans les conditions actuelles, qu'elles n'assureraient pas les propriétaires. Bien, c'est important qu'on les connaisse maintenant, que la population sache à quoi s'en tenir, parce que si les propriétaires ne sont pas capables de faire face, si jamais il arrive un pépin, c'est la province qui va payer. Ça va être la population qui va payer. Puis moi, je veux que la population soit au courant de ce que ça veut dire, les conditions qui nous sont imposées. Je peux vous assurer que votre désir sera exaucé. La Commission a déjà planifié une séance là-dessus et la Commission va devoir aborder cette question-là dans son rapport. Et ça va être inscrit sur le site du BAP par écrit. Ça va être sur le site du BAP par écrit? Tout le temps. Le rapport même est public. Hein? Oui. OK. Toutes les conditions vont y être inscrites? Toutes les conditions que la Commission jugera utile d'inscrire seront inscrites. C'est pas toutes les... Non, j'insiste là-dessus, dans le sens que vous avez peut-être des conditions particulières qu'on ne connaît pas. Non, je ne parle pas pour mon cas personnel, je parle pour l'ensemble des propriétaires qui seront touchés au niveau de la province de Québec. Bien, écoutez, je ne peux pas présumer de ce que la Commission va faire comme analyse. Ce n'est pas du tout un échappatoire, ce que je vous dis là. Je ne sais pas pourquoi vous avez applaudi là. D'ailleurs, je ne mérite aucun applaudissement. Mais je peux vous dire que nous allons faire un travail extrêmement rigoureux et nous allons écrire ce que nous croyons. Aussi, c'est dans le but aussi que lors de l'écriture de nos mémoires, qu'on ne soit pas redondant pour revenir sur des conditions, pour revenir sur des choses qu'on sache exactement, puis qu'on soit capable d'écrire, puis que nous devrons revendiquer ce qui est vraiment nécessaire pour les propriétaires, puis l'ensemble de la population du Québec. Madame Grandbois. Madame Lamonde, comme le président vient de le mentionner, il va y avoir une séance qui va traiter particulièrement de ces questions-là, donc la séance du lundi 14 mars. Et vous aurez l'occasion à ce moment-là, il y aura des gens, disons, qui seront vraiment en mesure de donner des réponses précises à ces enjeux, à ces questions-là que vous vous posez, et qui seront en mesure donc de vous alimenter pour le mémoire. Vous avez déjà plusieurs éléments, donc que vous pourrez présenter. Puis cette séance-là, je pense, sera intéressante pour vous. OK. Puis quand je dis les conditions, je veux dire aussi au niveau des humains, là. Pas juste les conditions de sol, là. Les conditions aussi pour les humains et les gens qui y vivent. Nous avons bien compris. Parfait, merci beaucoup. Merci à vous, madame. Je ne vous le dirai pas à chaque fois, mais je vous en prie, n'applaudissez pas. Peut-être la seule personne que vous pourriez applaudir, c'est moi si je fais un bon travail. Puis encore là. Non, n'applaudissez pas parce que l'applaudissement peut vouloir signifier aussi, à certains égards, certaines huées pour des questions que vous n'aimez pas entendre. Alors, j'appellerai maintenant Jacques Tétrault de Laval. Juste un instant. Je pense qu'il y a une erreur sur l'écran. Voilà.